Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Bonjour. Bonjour, Benoît. As-tu passé la fin de semaine à penser à Donald Trump? Non. Je suis Ok, désolé ça me de te rassure. décevoir. Ça me rassure. J'ai d'autres choses à faire dans la vie. Mais j'ai été obligé d'y penser pour écrire ma chronique c'est dimanche ça. pour lundi. J'ai passé une partie de la fin de semaine à y penser. Je te lance le défi. Malheureusement. Je te lance le défi pour une chronique cette semaine. Je veux te lire où tu vas dire que des belles choses à propos de Donald Trump. Non. Oui. Je veux que tu fasses l'exercice politique. Oui, parce qu'il y a des choses négatives, mais il y a des choses positives de Donald Trump. Les choses positives, je les ai dites, c'est un génie du marketing et il a l'art de mettre le doigt sur de vrais problèmes. Je lui donne ça. Mais au-delà de ça, là, moi, j'ai hâte de voir, je te dis ça parce que j'ai hâte de voir la réaction dans les villes. Puis tu as vu, là, les villes avec le problème d'immigration massive illégale, New York, Trump est arrivé, puis Eric Adams, le maire de New York, a dit là, les coupons pour la nourriture, ça nous coûte... Ça suffit. Ça suffit. Oui, mais ça fait longtemps qu'il dit ça, Eric Adams. Non, mais il vient de le faire. Il vient de le faire là. Tu sais, à la suite de l'élection de Trump. Moi, je suis juste curieux de voir l'effet Attends, réel. t'es pas en train de virer pour Trump, Benoît. Non, moi, je suis en train de virer. On peut-tu avoir la vérité? Est-ce qu'on peut avoir l'image totale, la bonne et la positive et la négative, tout ensemble? C'est ce que j'essaie de faire aussi. Ben, je le sais, pense que c'est ce qu'on essaie de faire. mais je suis curieux de voir San Francisco, comment ça va se développer, parce que Trump a identifié San Francisco, qui était en Californie, qui était sous le royaume de Kamala Harris. On en a parlé la semaine dernière, tu sais, puis je te disais justement, regarde qui vient d'être élu là, c'est un nouveau maire et il est pas du tout woke, et puis il a dit ça suffit là, toutes ces politiques à l'eau de rose avec les itinérants, on veut les traiter avec humanité, mais il faut de la fermeté aussi. Un et retour c'est ça du balancier. manque. Moi, je suis curieux de voir s'il y aura un retour du balancier. Je veux pas aller ni extrême gauche ni extrême droite, mais je veux qu'on reste dans ce qui est censé. En parlant de ce qui est censé, Joe Biden. Je suis pas sûr qu'on aille vers ce qui est plus sensé, mais bon. Non, quand même, c'est méchant pour Joe Biden parce que il fait ce qu'il peut. Et Joe Biden maintenant a un agenda très 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 serré parce que ce qui se produit, c'est qu'il sait très bien que Trump va arriver au pouvoir et il y a des sujets qui lui tiennent à cœur et donc il a décidé de dépenser dans 3 domaines véritablement. D'abord, l'industrie des puces électroniques. Parce que les États-Unis sont dépendants de ça face au Japon, face à Taïwan. Et Joe Biden voudrait que les États-Unis aient une véritable industrie des puces électroniques qui soit la première au monde. Puis je pense que là-dessus, Trump lui donnera pas tort. Je pense que Trump veut la même chose. Donc, il ouvre les vannes et il va subventionner cette industrie-là aux États-Unis avant que Trump ne soit assermenté. Deuxième endroit où il va ouvrir les vannes aussi avant que Trump soit assermenté, et ici Trump sera pas nécessairement content, ou même plutôt l'opposé, c'est l'environnement. Et il veut doter un tas de fonds verts à travers les États-Unis pour l'énergie verte parce que il se dit, on rentre dans des années de vache maigre, au moins 4 années, peut-être plus, et donc il veut doter ces fonds-là le plus possible avant que Trump ne fasse des coupes sombres là-dedans. Troisième domaine de dépenses, c'est l'Ukraine. Il veut donner des milliards et des milliards de dollars à l'Ukraine, on parle de 60 milliards de dollars avant son départ. Ça permettrait à l'Ukraine de sortir la tête hors de l'eau. Et tu sais, il y a des études très, très intéressantes en ce moment qui sortent sur la Russie et qui montrent que la situation russe économique russe est vraiment très, très difficile et que la Russie pourrait peut-être pas tenir plus qu'une année encore. Ça ne pourrait pas faire cette guerre pendant plus qu'une année. Donc, on verra bien où ça va aller, tout ça. Ce qui est certain, c'est que Trump est plutôt pro-Poutine. Tout le monde s'en doute dans la façon de voir les choses. Et d'ailleurs, le Washington Post a sorti hier toute une nouvelle en disant « Ah, Donald Trump a parlé à Vladimir Poutine, ça s'est bien passé, etc. » Ce matin, démenti du Kremlin, non, Poutine et Trump ne se sont pas parlé au téléphone. Curieux, non? Ouais. Et pendant ce temps, Donald est occupé à nommer des gens là, qui vont gérer ce grand pays.
Alors oui, tout le monde se demande qui va être nommé à la tête des différents... Alors on sait que son chef de cabinet va être Susie Wells, qui a 7 ans. C'était sa directrice de campagne. Elle a beaucoup d'expérience. Elle était là déjà, elle a commencé à travailler au gouvernement à l'époque de Reagan. Donc, elle était conseillère de Reagan. Donc, c'est quelqu'un qui est une vieille routière, si tu veux, de tout ça. On l'appelle, par contre, on l'appelle Cold Baby. C'est pas vraiment un compliment. Ouais, ça peut aller dans tous les sens. Peut-être qu'elle garde sa tête, mais je pense qu'elle n'est pas très émotive. C'est ça qu'on veut dire par là. Ce qui est une bonne chose, hein, quand tu as ce poste ce type de poste de direction. Puis elle a gagné la campagne avec Trump, donc c'est quelqu'un qui est efficace. En matière d'immigration, cet homme, Holman, 62 ans, un homme d'affaires qui occupait le poste de responsabilité sur l'immigration dans le premier mandat de Trump, qui reviendrait. Il est très dur sur l'immigration et c'est un loyal parmi les loyaux pour Trump. Et donc, il va continuer probablement à appliquer les politiques de Trump. Il va aller beaucoup plus loin cette fois-ci. Et à l'ONU, c'est Elise Stefanik, 40 ans, qui est une modérée trumpiste. Elle s'est ralliée plus tard. Elle a dit, oui, c'est vrai, l'élection est truquée. Alors, si tu veux te rapprocher de Trump, tu dis ça. Ouais. Et elle s'était fait surtout remarquer en demandant aux universités quelles mesures elle prenait contre l'antisémitisme. Tu sais que quand il y a eu ces grandes manifestations pro-palestiniennes et malheureusement dans plusieurs universités, des actes antisémites. Continue à Montréal, hein? Écoute, on va en avoir malheureusement encore, puis il faut les dénoncer. Et il faut dire aux gens, venez vous expliquer, venez discuter avec nous, invitez-en, tu sais, pour voir. Parce que moi, je suis pour ça, pour les débats virils, par exemple. Là, je pense pas qu'on est là pour les encenser du tout, mais il y a rien de tel que de discuter avec des opposants. Sinon, on reste chacun dans notre coin, puis on se parle pas, puis ça dégénère. Mais enfin, bref, ça serait intéressant de les avoir. Alors, Mike Pompeo et Nikki Haley, pour revenir à ce qu'on disait, complètement écartés. Ils seront pas là. Mike Pompeo, c'était par exemple celui qui s'occupait du secrétariat d'État. C'est lui qui s'occupait des affaires étrangères. Il avait pas trop mal fait, mais il revient pas. Il y a toujours Elon Musk et Robert F. Kennedy qui sont considérés pour des positions importantes. Et le problème, c'est que Musk est partout. Quand, par exemple, Trump téléphonait à Netanyahou, qui était sur la ligne, sur le haut-parleur, enfin c'était un haut-parleur, Elon Musk qui était dans la pièce puis qui écoutait tout. Plus que ça, Musk est arrivé à devenir un ami de la famille de Trump. Et donc, il serait toujours avec eux lors des repas de famille, etc., ou souvent avec eux lors des repas de famille à Mar-a-Lago. C'est ce qu'on raconte. Autre chose, Trump veut aussi procéder à des nominations, figure-toi, sans passer par le Sénat, sans que le Sénat dise oui, c'est OK, on va faire... Non. Trump ferait ça sans le Sénat. Alors évidemment, avec le Sénat actuel, c'est-à-dire jusqu'à ce que Trump soit assermenté le 20 janvier, il n'y a rien à faire. Ils vont refuser parce que les démocrates ont la majorité et Trump va taper sur le clou. Mais il voudrait qu'il n'y ait pas d'interrogation des gens qui vont être nommés, rien. C'est trop long, ça prend 2 ans. C'est vrai que c'est trop long, 2 ans. Mais de là à dire, faut pas que le Sénat examine les nominations, on est dans un autre monde. Alors, tu vois, on joue là-dessus déjà et on va voir ce qui va arriver. Malheureusement, il semble que le Sénat républicain, qui sera là lorsque Trump sera président, va obéir à Trump et qu'il n'y aura pas vraiment d'examen des nominations de Trump. Mais justement, Donald Trump a eu 3 conversations avec Netanyahou. Oui, tu as bien raison. J'ai dit une conversation. Il y en a eu 3 conversations avec Netanyahou. Et c'est assez inquiétant. J'ai fait ma chronique, d'ailleurs, dans le journal ce matin là-dessus. Parce que Netanyahou a dit écoutez, Trump et moi, là, on pense exactement à la même chose sur Israël, sur la sécurité israélienne. Puis, Netanyahou est allé nommer quelqu'un, Israel Katz, qui est un faucon, comme ministre de la Défense il y a quelques jours. Or, que dit Katz? Il dit, la priorité d'Israël, parmi toutes les priorités, c'est d'aller détruire les installations nucléaires de l'Iran. C'est ça qu'on doit faire d'abord. La deuxième chose, c'est ce qu'on doit faire, c'est chasser les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Alors, tu te dis, mais écoutez, là, c'est incroyable. Puis avec l'aval de Trump. Alors, tout le monde retient son souffle, puis tout le monde se dit, vous êtes mieux que bien calculé si vous rentrez en Iran, que vous calculez bien votre affaire, puis vous êtes bien sûr que l'Iran n'a pas de bombe atomique, puis vous êtes bien sûr que vous êtes capable de défaire le gouvernement iranien, et ainsi de suite.
Oui, bien, Parce souhaitons-le, qu'ils défassent le gouvernement iranien, qui sont des moi, tortionnaires, qui sont des malades mentaux. je le souhaite. Et la population iranienne n'aime Ben pas son gouvernement. Ben non, pour libérer Sauf que cette si jamais population-là. l'Iran a vrai... Sauf que, écoute, Benoît, on peut pas complètement balayer du revers de la main la possibilité que l'Iran ait des bombes atomiques. Ouais. Et Israël en a aussi. Avant qu'on se quitte, un mot sur cette soupe chinoise aux raviolis. Oui, qui crée des embouteillages en Chine. Ça se passe dans la région de Zhengzhou, qui est tout près d'une ville qui s'appelle Kaifeng, et c'est très important que je dise ça. Ça se passe dans la ville de Zhengzhou. Il y a des gens qui se sont dit, hey, ça serait une bonne idée si on, sur les réseaux sociaux, tu sais, ils se sont dit, ce serait une bonne idée si on allait prendre une soupe aux raviolis à Kaifeng. C'est la spécialité de la ville. Ce serait bien de faire ça. Tu sais, on est jeunes encore, disait. Faut qu'on fasse des choses, tu sais, que les jeunes font un peu folles, là. Partons dans cette ville qui est pas très loin. Allons-y à bicyclette. Allons-y à... Ah, ils sont partis. Mais tu sais, en Chine, quand tu as une bonne idée, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont souvent la même bonne idée. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, ben ça a été une traînée de poule. Ils se sont retrouvés avec des embouteillages de bicyclettes sur l'autoroute, avec des gens qui étaient en planche à roulettes sur l'autoroute, en patin à roulettes. Écoute, les 6 voies de l'autoroute fermées parce que 100 à 200 000 personnes ont décidé d'aller manger de la soupe aux raviolis à Kaifeng, dans la ville de Kaifeng à côté. Bon, les autorités n'étaient pas très contentes. Ils ont fermé des pistes cyclables dans la région pour empêcher que ça se poursuive le week-end. Mais tu vois, ce qui est intéressant avec cette nouvelle, outre son caractère très exagéré, ça se passe seulement en Chine, ce genre de truc-là, mais c'est que la jeunesse en Chine, ben, elle subit toutes sortes de contre-coups en ce moment de la situation économique. Elle a des salaires qui sont très, très faibles. Elle est hyper surveillée. Puis, elle est vraiment méprisée dans les usines, dans les lieux de travail. Il y a une très, très forte précarité. Et ces gens-là disent, on est jeunes, on veut vivre, mais on n'a pas l'argent. Puis on est prisonnier de ce système qui nous surveille énormément. Et dans ce sens-là, cette histoire d'embouteillage à la soupe aux raviolis, c'est quelque chose qui est très parlant sur l'état actuel de la Chine. Très bien, Loïc Tassé, merci. À demain. Salut, à demain.